Bien, alors on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence. Un petit mot d'abord pour vous présenter rapidement notre association et ensuite je laisserai la parole à Mirana pour présenter les intervenants. Cette conférence, elle vous est donc présentée par l'association Sorbonne pour les Nations Unies qui a pour but de promouvoir les valeurs des Nations Unies au sein des différentes Sorbonnes. Et ce soir, c'est plus particulièrement l'antenne UN Environnement qui vous propose cette conférence. Nous avons pour tâche plus précise de sensibiliser les étudiants aux enjeux environnementaux de ce siècle. Dans cette optique, on a aussi beaucoup d'autres conférences et ainsi, je vous invite chaleureusement à aller voir notre page Facebook pour être au courant de tous nos prochains événements et notamment une conférence sur le tourisme et l'environnement que nous organisons avec l'antenne UNESCO de l'association le 8 février. Je vais laisser la parole à Mirana pour vous présenter les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. C'est un plaisir d'organiser cette rencontre, bien qu'elle se tienne à distance. À ce propos, d'ailleurs, si vous désirez mettre vos caméras afin de rendre la conférence un peu plus dynamique pour nos intervenants, c'est faisable. Je vais vous présenter un petit peu la conférence d'aujourd'hui, ainsi que les intervenants que nous avons l'honneur d'accueillir. Nous allons donc traiter de l'agriculture urbaine. Je laisserai le soin aux intervenants de définir cette pratique, mais pour donner quelques éléments de contexte, si nous traitons de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que l'agriculture urbaine est au cœur de défis environnementaux auxquels nous essayons de faire face. Elle répond à différents enjeux de durabilité à la fois sociale, économique et environnementale. Et nous avons choisi de le traiter dans le cadre des pays en développement parce qu'elle offre des perspectives en matière de sécurité alimentaire, d'aménagement urbain, mais plus largement de développement économique et social. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir l'équipe d'AgroVelocity Asie, avec Arthur Calva, Guilhem Stoll et Arthur Gallois. Vous êtes d'anciens étudiants d'AgroParisTech, ingénieurs agronomes donc, et vous avez réalisé en 2019 un parcours à vélo en Asie du Sud-Est pour y étudier l'agriculture urbaine dans ses diverses formes et fonctions. Vous allez alors nous présenter votre riche parcours au cours duquel vous avez pu apprécier les différentes fonctions de l'agriculture urbaine et étudier la façon dont elle s'insère dans des thématiques de développement au sein des pays traversés. À vos côtés, nous avons également l'honneur d'accueillir Bader Mahamar. Vous êtes aussi agronome de formation et vous travaillez actuellement comme référent en agriculture urbaine au sein d'Action contre la faim. Vous allez ouvrir le bal ce soir en nous présentant les missions et programmes d'Action contre la faim. Et vous allez alors ensuite nous parler spécifiquement de ces programmes en matière d'agriculture urbaine et périurbaine. Je vous laisse donc la parole, après quoi nous accorderons un petit peu de temps à l'échange. Vous aurez l'opportunité de poser des questions via le chat ou via les commentaires sur le live Facebook. Et après cet échange, on laissera la parole aux étudiants d'AgroVelocity, qui ne sont plus tout à fait étudiants d'ailleurs. Voilà. Bonne conférence. Je me lance? Oui, allez-y. Ouais, très bien. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Bader Mohamed Djoula. Je suis donc le référent agriculture durable et non référent agriculture urbaine au sein d'ACF. Mais l'agriculture urbaine est inclue donc dans l'agriculture durable. Je vais donc m'entretenir avec vous sur le sujet en question, à savoir donc l'agriculture urbaine dans des pays du Sud. Alors là, je partage l'écran. Il faut que vous me passiez l'écran partagé. Bon, je ne l'ai pas partagé. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Partager. Très bien. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas, j'imagine? C'est bon? Oui, super. OK, très bien. Alors, je vais donc m'entretenir avec vous sur le sujet de l'agriculture urbaine dans les pays du Sud, comme je le disais à l'instant. Mon intervention donc se fera donc selon le plan suivant. Dans un premier temps, une petite introduction en présentant ACF.
Deuxième temps, donc, présenter les expertises d'action contre la faim en sécurité alimentaire et moyens d'existence, focalisant sur ses programmes agricoles et en particulier sur sa stratégie des interventions agricoles. Troisième point, c'est partager avec vous quelques exemples de projets d'ACF en agriculture urbaine. Et puis, à la fin donc, de mon intervention, on discutera avec vous suite aux questions que vous poserez. Et j'essaierai d'apporter donc les réponses adéquates. Cela dit, je vais donc commencer par présenter ACF. Je ne sais pas, j'imagine que certains d'entre vous, nombre d'entre vous connaissent ACF. Donc, Action contre la faim, comme son nom l'indique, c'est une ONG humanitaire dont le mandat principal est de lutter contre la faim en focalisant ses efforts sur la question de la nutrition. Donc, c'est un réseau international qui dispose de 7 sièges, mais aussi qui est présente dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Donc, vous voyez, en 2019, ACF était présente dans près de 50 pays, apportant donc son soutien à peu près à 17 millions de personnes à travers le monde, donc couvrant à la fois l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Alors, pour mener à bien son mandat de lutte contre la faim, en focalisant ses efforts sur la question de la sous-nutrition, Action contre la faim mobilise une approche multisectorielle sensible à la nutrition, tout simplement parce que la nutrition est un problème multifactoriel qui mobilise plusieurs secteurs. Donc, afin de mener à bien son mandat, Action contre la faim mobilise un certain nombre d'expertises, à savoir donc la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la recherche, action, ainsi que le plaidoyer. Alors, moi, j'appartiens au secteur sécurité alimentaire et moyens d'existence d'ACF en tant que donc, référent agriculture durable. Tout simplement parce que au sein du secteur sécurité alimentaire et moyens d'existence, Action contre la faim met en place un certain nombre de types d'interventions, à savoir donc les interventions agro-pastorales, la préparation et les réponses aux urgences, les systèmes d'alerte précoce, la surveillance, les renforcements des moyens d'existence, les interventions monétaires ainsi que le plaidoyer. C'est quoi l'objectif des interventions d'action contre la faim en sécurité alimentaire et moyens d'existence? C'est tout d'abord répondre aux crises humanitaires par des interventions d'urgence, mais aussi de redressement, de réhabilitation donc, des moyens d'existence, afin notamment à la fois de sauver des vies humaines, mais aussi à la fois de sauvegarder et de sauver et de réhabiliter les moyens d'existence des populations auprès desquelles on intervient. Deuxième objectif, c'est s'attaquer aux causes sous-jacentes de la faim, grâce notamment à des interventions de développement plus durables, telles que donc, les interventions en agriculture durable, en focalisant ici ses efforts sur la question de la durabilité agricole et en particulier sur l'agroécologie. Alors, mon intervention donc focalisera que sur les interventions agricoles d'ACF, mais aussi que sur l'agriculture urbaine, parce que c'est le sujet de cette conférence. Alors, dans le cadre de ces interventions en agriculture durable, ACF a développé et mis en œuvre une stratégie agricole, une stratégie des interventions agricoles, dont l'objectif principal est d'améliorer la sécurité alimentaire des populations et de leurs moyens d'existence en zone urbaine et périurbaine,
Cette stratégie est articulée autour de 4 objectifs stratégiques, à savoir, premier objectif stratégique, assurer la relance agricole suite à des crises aiguës, notamment suite à des interventions d'urgence, afin de faire en sorte que les programmes agricoles prennent le relais des interventions d'urgence dans une approche liant l'urgence, la réhabilitation et le développement durable. Deuxième objectif stratégique, c'est accroître la résilience des petits producteurs et des systèmes agro-silvopastoraux à travers notamment donc, la mobilisation d'un certain nombre de pratiques agroécologiques en lien avec la gestion des ressources naturelles, en particulier en lien avec la restauration des sols, en lien avec la gestion de la fertilité du sol, en lien avec la gestion de l'eau à la parcelle, etc., etc. Troisième objectif, c'est permettre l'accès à une consommation alimentaire diversifiée. Je vous disais tantôt que le mandat d'ACF, c'est de focaliser, de lutter contre la faim en focalisant ses efforts sur la question de la nutrition. À travers notamment cet objectif, ce troisième objectif stratégique, nous visons donc cet objectif nutritionnel, c'est-à-dire à travers cette diversification alimentaire de permettre aux populations d'accéder à une certaine adéquation nutritionnelle, leur permettant donc de pouvoir s'alimenter de façon adéquate et de façon nutritive. Quatrième objectif, c'est développer le plaidoyer en faveur de l'agriculture familiale et de l'agroécologie. Tout simplement parce que ACF a fait le choix de faire la promotion de l'agroécologie comme le modèle agricole le plus à même de permettre un développement, une sécurité alimentaire de façon durable. Alors, la question de l'agriculture urbaine est intrinsèque, notamment au troisième objectif, c'est-à-dire permettre l'accès à une consommation alimentaire diversifiée, notamment à travers la mise en place des jardins maraîchers, la mise en place de ce qu'on appelle à ACF, ou en tout cas dans le monde humanitaire, les jardins de la santé. On verra pourquoi on appelle ça jardin de la santé plus tard. Alors, pourquoi l'agriculture urbaine? La croissance, au fait, il faut rappeler que quand même la question de l'insécurité alimentaire est cruciale dans les pays qui cumulent à la fois une forte pression démographique et une baisse de la production agricole à l'hectare. Donc, on voit bien que donc, la croissance rapide de la population urbaine pose de nouveaux défis en termes de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, en particulier dans les zones urbaines, tout simplement parce qu'il est prévu que d'ici 2030, 60% de la population mondiale vivra dans des villes informelles, des bidonvilles et des villes informelles. C'est à peu près donc 2 milliards de personnes qui vivront donc dans ces bidonvilles d'ici 2030. Et on sait qu'en général, l'urbanisation accrue s'accompagne d'un changement des habitudes alimentaires et une demande accrue en denrées alimentaires pour nourrir donc cette population urbaine de plus en plus croissante. Alors, qu'est-ce qu'envisage ACF? Donc, dans le cadre de la stratégie des interventions agricoles et en particulier dans le cadre du troisième objectif de cette stratégie des interventions agricoles, ACF préconise donc le ravitaillement des consommateurs urbains en produits frais, en particulier en produits maraîchers, par le développement notamment d'une agriculture urbaine et périurbaine, ainsi que par le développement des circuits courts de commercialisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement juste de produire, mais aussi de pouvoir accéder au marché pour pouvoir écouler le surplus de production. C'est-à-dire qu'on vise un double objectif, à la fois un objectif nutritionnel pour l'autoconsommation des ménages, mais aussi un objectif économique à même de pouvoir renforcer le statut économique de ces ménages en accédant au marché pour pouvoir vendre le surplus de la production maraîchère issue de ces jardins maraîchers soutenus par ACF ou développés par ACF. Alors,
en même temps que l'on veut mettre en place l'agriculture urbaine donc, dans nos zones d'intervention, on est aussi conscient d'un certain nombre de défis qui sont inhérents en fait à l'agriculture urbaine, à savoir déjà la disponibilité de places, sachant que dans certaines conditions, on intervient vraiment dans des zones urbaines ou très densément peuplées où il n'y a pas donc de place pour faire de l'agriculture urbaine. Accès limité aux intrants de production à travers notamment les substrats de culture, mais aussi autres facteurs de production. Une autre grosse contrainte, c'est la question de la gestion de l'eau et même de l'accès à l'eau, mais aussi à la gestion de cette eau, tout simplement parce que nombre de ces villes, ou en tout cas bidonvilles, ne sont pas équipés ou dotés donc d'infrastructures urbaines avec des canalisations d'eau adéquates. Et bien sûr, il y a la question de la productivité et des débouchés, c'est-à-dire dans certains cas, les populations peuvent produire, sachant qu'elles n'ont pas de moyens de stockage ou de conservation ou de transformation de ces aliments. L'on assiste donc à des pertes de denrées alimentaires du fait notamment du manque d'accès donc à ces équipements de stockage ou de transformation alimentaire. Alors, nonobstant donc malgré ces défis, donc ACF quand même a un certain travail sur l'agriculture urbaine depuis plusieurs années. Donc, premier projet d'agriculture urbaine en 2010 au Zimbabwe, mais aussi à Monrovia, donc au Libéria. Mais aussi projet de jardin de la santé depuis 2007 dans nombre de pays d'Afrique subsaharienne, en particulier donc d'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, Niger. Mais aussi donc je disais intégration urbaine, donc activité des jardins de la santé avec d'autres interventions en urbaine en collaboration donc avec les autres secteurs, les autres domaines d'expertise, d'action contre la faim, en particulier le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Alors là, j'ai mis, c'est une petite coquille, là, en fait, c'est pas ACF Zimbabwe, mais de façon globale. Là, je vous ai présenté de façon globale l'historique des interventions agricoles d'ACF en agriculture urbaine. Alors, comme je disais, donc là, je partage avec vous quelques exemples d'agriculture urbaine, d'action contre la faim dans divers pays. Premier pays, donc Haïti. Le contexte d'intervention était donc c'était suite au tremblement de terre qu'avait connu donc Haïti en 2010. ACF donc, qui a occasionné donc, le déplacement de populations, mais en tout cas qui a mis beaucoup de populations urbaines donc, hors de chez eux, donc devenues des sans-abri, n'ayant pas donc où habiter, n'ayant pas comment se nourrir. Donc, dans ce contexte, ACF a mis en place un programme original de maraîchage urbain auprès de plus de 200 familles vulnérables à Port-au-Prince, donc en Haïti, avec un triple objectif, donc déjà de pouvoir faire, donc de répondre à un triple défi, c'est-à-dire le manque d'espace dans les camps de déplacés, victimes donc victimes du tremblement de terre, l'importance de la malnutrition chronique, déjà même avant donc le tremblement de terre, il y avait donc un taux de malnutrition très élevé au niveau donc de Port-au-Prince, et la crise, ou en tout cas le tremblement de terre a accentué donc ce taux de malnutrition chronique. Et en fait, troisième défi, c'était les faibles moyens financiers des familles les plus vulnérables pour pouvoir donc s'approvisionner en denrées alimentaires beaucoup plus nutritives, se contentant
le plus souvent que de riz pour leur alimentation. Donc, ACF a mis en place un programme de maraîchage urbain. Et pour faire face donc à ces contraintes de l'agriculture urbaine, en lien notamment avec la question de l'accès à la terre, donc accès aux facteurs de production, ACF a mis a mis en place des petits périmètres maraîchers à partir donc de produits de récupération, comme vous voyez sur cette photo. Donc, c'est des jardins en sac ou des jardins en pneus. Donc, à partir des produits de récupération pour produire des légumes, afin de permettre aux familles de diversifier leur alimentation. Donc, afin de pouvoir accéder à des aliments frais. Là, deuxième exemple, c'est Abidjan. Ça, c'est plus récent. Ça date, le projet, il a été clôturé donc en décembre passé, là. Donc, c'est le projet JOB, comme l'acronyme l'indique, c'est Jeunes entrepreneurs en agriculture urbaine et biologique au niveau d'Abidjan, financé sur des deniers ACF, sur des fonds propres à ACF. Quel est le contexte d'intervention ici? Il faut dire qu'Abidjan, c'est une ville fortement urbanisée, avec beaucoup de bidonvilles également, et où on a plus de 77% de la population ivoirienne qui est très jeune et qui est oisive, donc sans aucune activité financière, sans emploi. Donc, il cumule à la fois donc, des emplois, soit des emplois vulnérables, mais aussi le chômage au sein de cette population active. En plus, comme je disais, donc, plus de la moitié de cette population vit dans des quartiers précaires, dans ces bidonvilles ou des villes, ou en tout cas des villes informelles, avec un accès très limité aux services sociaux de base, notamment pour les jeunes. Troisième caractéristique donc, de ce contexte, c'est les produits maraîchers, les productions maraîchères urbaines sont de faible qualité, développées sur des sols pollués très souvent, et avec une forte utilisation d'intrants chimiques néfastes à l'environnement, à la santé et à la santé humaine. À cela, donc, il y a aussi à cela s'ajoute donc le défi global qui est un défi en fait social, c'est-à-dire c'est le découragement des jeunes diplômés. Effectivement, dans ces bidonvilles, on trouve des jeunes très diplômés, issus même souvent des grandes écoles ivoiriennes, mais vu qu'en face, il n'y a pas, le marché du travail donc, ne répond pas à la demande, on retrouve donc dans ces bidonvilles beaucoup de jeunes diplômés sans emploi, souvent sous-payés. Et donc, on remarque qu'il y a même souvent des stigmates psychologiques apparents au sein de cette population jeune, qui n'est pourtant pas, qui est pourtant bien motivée pour pouvoir travailler jusqu'en face, il n'y a pas d'emploi. Donc, face à cela, face à ce défi, donc, dans ce contexte, Action contre la faim, pour pouvoir donc lever les défis en lien avec le désœuvrement et le chômage des jeunes, a mis en place des nouvelles perspectives, donc mobilisant notamment les atouts de l'agriculture urbaine à travers des méthodes innovantes de productions agricoles adaptées au contexte urbain, respectueuses de l'environnement et techniquement et socialement viables et acceptables. Alors, le projet, il vise, en fait, c'est un projet qui est en cours, il a eu une deuxième phase de financement. Une première phase est achevée, il y a une deuxième phase de financement donc, qui continue à faire, donc, à insérer des jeunes de 18 à 35 ans dans la culture dans la production maraîchère, en fait, hors sol, sous abri, et afin de promouvoir une agriculture utilisant des intrants biologiques. Alors, une série d'activités sont conduites dans le cadre de ce projet. D'abord, c'est l'animation d'un point d'information où les jeunes sont sélectionnés, des formations en salle, des formations sur le terrain, sachant que nombre de ces jeunes, en fait, ils n'ont aucune notion de la production agricole, ils ne sont pas des agronomes, ils n'ont aucune formation agricole, donc il va falloir les former.
à la fois de façon théoriquement que de façon pratique sur le terrain, mais aussi une activité en lien avec l'accompagnement vers l'installation de ces jeunes, notamment pour pouvoir accompagner la vente de la production, appui à la formalisation de groupements de producteurs maraîchers urbains, appui à l'élaboration d'un plan d'affaires, d'un business plan, mais aussi accompagnement dans la recherche de financements complémentaires, sachant que ACF donc, va les doter donc, de ces va les accompagner, va renforcer leur capacité pour qu'ils puissent s'installer et qu'ils puissent être autonomes sur le long terme. Alors, vous voyez ici sur ces photos, donc, c'est le tout nouveau site donc, qui a été mis en place. Donc, ces genres de sites seront mis en place chaque année donc, afin de permettre la formation pratique de 60 jeunes chaque année et la production de 30 tonnes de légumes. Bon, ça, c'est quand même l'objectif ultime hein, visé dans les suites, peut-être après 3 ans, 4 ans du projet. Là, on a eu une première phase qui est très pilote, on va dire, mais on espère que donc, au fur et à mesure des années, que l'on pourra atteindre cet objectif. Alors là, voilà, donc, je partage avec vous ici le témoignage d'un jeune Abidjanais de 29 ans qui avait donc eu son bac en 2015. Depuis 2015, donc, il était en quête d'une formation qui puisse lui permettre de s'insérer professionnellement, mais sans succès. Et donc, il vit des petits boulots par-ci, par-là, mais qui ne lui rapportaient pas grand-chose. Mais étant bénéficiaire de ce projet d'ACF, il dit qu'aujourd'hui, grâce à ce projet Job, il a l'espoir d'une insertion professionnelle durable et d'un avenir meilleur afin de s'occuper de sa famille. Donc, c'est un exemple concret que ces petits projets à petite échelle peuvent avoir des effets, des impacts assez consistants et assez larges au sein de la communauté de jeunes agriculteurs, de jeunes Abidjanais. Ça, c'est l'exemple donc d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Troisième exemple, c'est en lien avec ce qu'on appelle donc les jardins de la santé. Donc là, c'est un exemple du Mali. Mais on a mis en place, Action contre la faim a mis en place en fait un certain nombre de jardins de la santé dans toute la bande sahélienne, donc Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie. Tout simplement parce que ici aussi, on se rend compte notamment du taux élevé de malnutrition. Tout simplement parce que dans ces régions, en fait, la denrée principale de base étant le mil, donc la denrée alimentaire principale de base étant le mil, denrée alimentaire connue pour être très riche donc, en hydrates de carbone, en énergie, donc, mais très faible en micronutriments essentiels pour une meilleure nutrition. Et donc, c'est pourquoi, dans le cadre, afin de faire face donc, à ces carences alimentaires, Action contre la faim et ses partenaires ont mis en place ces jardins de la santé, dont l'objectif principal est d'améliorer la disponibilité et l'accès à une alimentation de qualité pour les populations donc, de ces zones d'intervention. Ici, en l'occurrence, c'est à Kita, le district de Kita au Mali. Mais comme je disais à l'instant, on en a fait un peu partout dans toute la bande sahélienne. Alors, les jardins de la santé à ACF, il faut dire que c'est une approche qui est très efficace pour lutter contre les carences en micronutriments, dans la mesure où les communautés locales produisent et consomment des produits diversifiés, donc adaptés à leurs préférences alimentaires. Il faut dire que ACF accompagne dans le cadre des jardins de la santé aussi bien donc l'accès aux intrants de production, accompagne dans le renforcement des capacités à travers des formations focalisées notamment sur la production agricole durable et l'agroécologie, en particulier donc la gestion de l'eau agricole, de l'eau d'irrigation
à la parcelle à travers la mobilisation d'un certain nombre de pratiques agricoles, à même donc de gérer l'eau à la parcelle, à savoir le paillage, les associations culturelles, etc., l'intégration de l'agriculture et de l'élevage dans des zones agro-pastorales. Cette approche du jardin de la santé reconnaît aussi l'importance de la signification sociale de la nourriture, de l'alimentation, mettant en évidence donc les bénéfices multiples que l'on peut tirer de la diversification alimentaire. Il faut dire que donc, l'agroécologie en tant que modèle de développement agricole sensible à la nutrition, qui est considéré comme un ensemble de pratiques agricoles, et en même temps, elle comporte en même temps une dimension sociale, c'est-à-dire la prise en compte donc des habitudes alimentaires de population auprès desquelles on intervient, l'adhésion sociale donc, de ces communautés, mais aussi juste le partage d'expériences entre différents acteurs auprès desquels on intervient. Elle aide les populations à envisager leurs pratiques alimentaires comme un ensemble global en fonction de leurs préférences, leur style de vie, leurs besoins et leurs activités. Au-delà donc de l'aspect nutritionnel, l'approche du jardin de la santé renforce aussi la cohésion sociale entre des groupements de femmes, la cohésion sociale entre différentes couches de la population, des zones d'intervention, d'action contre la faim. Alors, quels sont les facteurs de réussite de l'agriculture pour une agriculture urbaine, mais de façon globale pour les jardins de la santé, mais aussi de façon globale pour l'agriculture urbaine? Tout d'abord, c'est l'intégration à d'autres objectifs, c'est-à-dire que dans le cadre de la mise en place de l'agriculture urbaine, l'on doit prendre en compte un certain nombre de critères, un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire intégration à d'autres objectifs tels que la sensibilisation à une meilleure nutrition. Il faut dire que les programmes agricoles d'ACF, tous les programmes agricoles d'ACF adossent donc aux activités en lien avec la production. Nous adossons aussi des activités de sensibilisation nutritionnelle et éducation nutritionnelle, souvent même des sessions culinaires, à partir donc des produits maraîchers produits dans le cadre des jardins de la santé. Donc, il sert aussi comme un outil de sensibilisation à une meilleure nutrition. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement en Occident, hein, en Europe, hein, c'est-à-dire qu'on voit l'émergence, l'engouement de plus en plus accru des populations urbaines en Europe pour l'agriculture urbaine, pour le maraîchage urbain, pour les AMAP, etc. Deuxième facteur de réussite, c'est l'approche communautaire. C'est déjà de par donc leur conception, les jardins de la santé sont basés sur la cohésion sociale, l'adhésion, le groupement de femmes, par exemple, en l'occurrence, parce qu'il faut dire que dans le cadre de nos jardins de santé, les premiers bénéficiaires ou les premières bénéficiaires des jardins, des interventions en jardin de la santé d'action contre la faim sont des groupements de femmes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous considérons, enfin, c'est pas qu'on nous considérons, on sait qu'en fait, au sein des ménages, c'est les femmes qui sont les gardiennes de la nutrition. Donc, en ciblant des groupements de femmes, on cible en fait tout le ménage, on cible toute la communauté quant à la question nutritionnelle. Donc, c'est comme une plateforme de rencontre et d'échange, comme je disais tantôt. C'est un facteur de cohésion sociale. Troisième facteur de réussite, ça permet de pouvoir répliquer, de mettre à l'échelle des acquis des jardins de la santé d'un pays à un autre, même peut-être d'un ménage à un autre, avec des partages ou des dons de semences, de boutures, de plants de maraîchers, de culture aux personnes intéressées. Donc, c'est comme une école du possible, tout simplement parce que ça facilite la cohésion sociale, le partage entre communautés
et l'entraide entre les populations vulnérables. L'objectif ultime étant de pouvoir apporter des solutions locales aux questions de sécurité alimentaire, d'insécurité alimentaire et moyens d'existence en zone urbaine et périurbaine des pays dans lesquels Action contre la faim intervient. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Là, vous avez une image qui illustre aussi un exemple de jardin en sac. Jardin en sac, ici dans le cas notamment au Bangladesh, ça c'est au Bangladesh. Et donc, avec des jardins surélevés dans des sacs, comme l'image l'illustre ici. Merci pour votre attention. Donc, je suis donc prêt à répondre à vos questions. Merci à vous pour cette super intervention. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des questions sur le live Facebook, mais si parmi les intervenants ici, il y a des questions à poser, vous êtes les bienvenus. J'ai une question à vous poser par rapport à la part des diplômés qui n'arrivent pas à s'insérer dans les pays que vous avez mentionnés. Est-ce qu'on a une idée ou un pourcentage du nombre de personnes que ça touche? Et un peu plus détaillé, est-ce que vous, avec Action contre la faim, vous savez combien de personnes qui répondent à ce type de profil vous pouvez vous adresser? Alors, là, comme je disais, en fait, là, les jeunes de 18 à 35 ans, en Côte d'Ivoire, ils représentent à peu près 70% de la population. Je n'ai pas de chiffres en tête, sinon que la majorité de cette population active est désœuvrée, donc sans emploi. Et en ce qui concerne ACF, donc nous ciblons, bien sûr, on peut pas donc nous occuper tous ces jeunes désœuvrés. Par contre, selon nos priorités d'intervention, selon nos zones d'intervention, on cible un certain nombre de bénéficiaires qu'on sélectionne sur la base, notamment, en l'occurrence, dans le cadre de ce projet Job, il y a eu donc des entretiens pour la sélection des bénéficiaires de ce projet, prenant en compte donc le niveau éducatif, prenant en compte aussi leurs problèmes d'insertion sociale, leur contexte familial, etc. En l'occurrence, là, je vous ai donné l'exemple, le témoignage d'un jeune diplômé qui n'arrivait pas à s'insérer. Il y a eu aussi parmi les bénéficiaires une jeune dame de 29 ans avec un enfant qui, donc, célibataire avec un enfant qui, n'ayant pas donc été à l'école, n'ayant pas pu poursuivre ses études, qu'on a aussi choisi comme bénéficiaire dans le cadre de ce projet. Donc, je ne peux pas avancer des chiffres, sinon que de dire que c'est un problème très crucial au niveau de la Côte d'Ivoire. Pas qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, c'est dans la majorité des pays en voie de développement. Le désœuvrement des jeunes, souvent même très bien diplômés, mais vu que le marché de l'emploi en face, il ne répond pas donc à la demande. Donc ces jeunes, ils restent désœuvrés. Ils cherchent d'autres alternatives ou en tout cas d'autres moyens de reconversion. Et en l'occurrence, ici, nous, on a pensé que l'agriculture urbaine peut servir donc de juguler donc le taux de chômage parmi cette population active, tout en permettant de créer de l'emploi à travers notamment ces petites filières maraîchères de circuits courts de commercialisation, en mettant sur le marché urbain abidjanais des produits maraîchers de haute qualité, sachant que de plus en plus, en fait, il y a des populations aisées dans les villes. Ils demandent aussi, il y a une demande accrue donc de consommateurs urbains pour une alimentation qui soit saine
saine et nutritive. Parce que vous savez, en Afrique, hein, les produits a eu une telle, on va dire, pénétration de produits phytosanitaires chimiques. Vous en trouvez à tout point de rue, vendus même en détail, sans tenir compte de la dose à porter, sans tenir compte de la date de péremption, etc., etc. Qui fait que ça commence à devenir un autre enjeu, en plus déjà de l'insécurité alimentaire qui existe dans nombre de ces pays. Merci. On a une question qui nous vient de Facebook. Quelqu'un demande quels ont été les principaux freins que vous avez pu rencontrer dans la mise en place des projets auprès des populations, par exemple. Très bien. Alors, j'en avais évoqué quelques contraintes. C'est d'abord l'accès donc à la terre, d'où ce recours donc à des solutions alternatives locales telles que la valorisation donc des produits de récupération, tels que les pneus, tels que les sacs, pour pouvoir faire de la production maraîchère. La principale contrainte, c'est surtout l'accès à la terre, mais aussi l'accès à l'eau. L'accès à l'eau de qualité pour pouvoir irriguer ces cultures. Bien sûr, il y a aussi la question de l'écoulement aussi de ces produits, enfin de surplus de production, c'est-à-dire comment pouvoir accéder à un marché pour pouvoir écouler le surplus de production. Et c'est pourquoi, dans le cadre de ce projet en Côte d'Ivoire, il est prévu un volet accompagnement pour l'accès au marché de la production issue de ces jardins maraîchers. Et on travaille en partenariat donc avec d'autres acteurs au niveau local, aussi bien du privé que des ONG locales qui travaillent avec les jeunes au niveau d'Abidjan. Ok, très bien. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir laisser la parole à l'équipe d'AgroVelocity. Et je vous remercie pour votre intervention. Désolé d'être un peu long. Mais... Pas de souci, on est dans les temps. Okay. On y va. Alors, juste mettre le PowerPoint. J'arrête, moi, c'est ça? Vous pouvez totalement rester et garder la caméra, c'est super, c'est encore mieux même. Alors, est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint? Très bien. Ok. Bon, donc on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Merci à Sorbonne-ONU de nous avoir invités pour cette conférence. Donc, nous allons nous parler de notre projet AgroVelocity Asie 2019, donc, qui s'est déroulé il y a 2 ans, à une époque où le port du masque, en fait, était essentiellement cantonné aux pays asiatiques dans la rue. Et maintenant, ça a bien changé. Donc, ce voyage, c'était 4000 km à vélo, de Bangkok, en Thaïlande, jusqu'à Hanoï, au Vietnam, avec l'idée de comprendre un peu les formes et enjeux de l'agriculture urbaine dans des pays en développement, et aussi de réaliser le premier film documentaire sur l'agriculture urbaine en Asie du Sud-Est. Le documentaire est disponible sur YouTube en libre accès aussi. On vous donnera le lien à la fin si ça vous intéresse. Donc, on va commencer par se présenter dans l'équipe. Donc, moi, je suis Arthur Calva, je suis diplômé d'AgroParisTech, spécialisé en agroalimentaire et en biotechnologie. Donc, pas grand-chose à voir avec l'agriculture urbaine. Et actuellement, je suis en formation au sein du corps d'État des ingénieurs des plantes, des eaux et des forêts. Je m'intéresse plutôt à des thématiques énergétiques. La lutte contre le changement climatique me tient à cœur et je vais commencer un stage en février dans le nucléaire. Voilà. Donc, je vais laisser les autres camarades se présenter.
Et j'enchaîne, moi c'est aussi Arthur, et j'ai encore moins à voir avec l'agriculture urbaine puisque j'ai une maîtrise en histoire du sport et que je suis aujourd'hui historien à la Fédération française du sport universitaire, une fédération auquel je suis sûr que vous êtes tous affiliés pour pratiquer du sport U le jeudi après-midi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un message et je vous prendrai une licence. Voilà. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Guillaume et comme Arthur, diplômé ingénieur AgroParisTech en biotechnologie. Donc, pour notre aventure asiatique, moi, j'étais le trésorier de l'association. J'avais donc le pouvoir de l'argent entre mes mains. J'étais également le responsable logistique et occasionnellement le mécano-vélo. Car oui, nous avons opté pour la division sociale du travail au sein de notre association. Aujourd'hui, je travaille dans l'innovation et plus précisément dans son financement en venture capital sur des thématiques de biotechnologie, ce qui peut paraître éloigné de l'agriculture urbaine, mais comme on va le voir par la suite, l'agriculture urbaine est un terreau fertile pour l'innovation. Très bien. Alors, le voyage, donc là, normalement, la carte s'est affichée. Donc, on a atterri à Bangkok en mars. Ensuite, on a tiré tout droit au Cambodge, passant par la ville de Siem Reap, donc les temples d'Angkor, Phnom Penh, ensuite dans les deltas du Mekong, dans le sud du Vietnam. On a remonté ensuite toute la côte jusqu'à Hanoï. Et après, on est allé à Singapour. Donc, c'est 4000 km à vélo, 25 étapes et des cuisses en acier à la fin de ces 4 mois d'aventure. Concernant notre angle d'approche, on a fait quelque chose de très généraliste pour la définition de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire la définition de la FAO. Donc l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est en gros cultiver des légumes, cultiver des plantes et élever des animaux à l'intérieur des villes et aux environs des villes. Donc dans la définition en fait du périurbain, notamment dans un contexte de pays en développement avec un étalement urbain très fort, parfois la frontière est un peu floue. Les chiffres donc en 2019, à l'époque où on a commencé, quand on est parti en Asie, c'était en gros que l'agriculture urbaine était pratiquée par 800 millions de personnes dans le monde. Donc c'est vraiment loin d'être anecdotique et c'est pas forcément représentatif de ce qu'on peut voir en France. Donc les avantages de l'agriculture urbaine, ils ont été mentionnés dans la première partie d'intervention, des aliments frais, de l'emploi, éventuellement du recyclage de déchets. Ça crée aussi de la résilience dans les villes face au changement climatique avec la création de ceintures vertes, etc. Et ça peut permettre dans certains cas aussi d'avoir des rendements très intéressants. Donc sur le site de la FAO, on nous parlait de rendements jusqu'à 15 fois plus productifs que les exploitations en zone rurale. Donc c'est des angles d'approche qui nous ont beaucoup intéressés. Et donc on est parti étudier ces questions en partenariat avec l'Institut national pour la recherche agronomique et l'Université Paris-Saclay pour, dans un premier temps, faire une collecte de données. Et ensuite, je vais laisser Guillaume présenter la Thaïlande. Donc, comme l'a dit Arthur, nous avons commencé notre voyage à Bangkok, capitale d'un pays en développement très dynamique, avec une croissance économique de 4% par an, mais qui souffre d'une certaine instabilité politique, avec plus de 18 tentatives de putsch depuis 1932, soit en moyenne une tous les 5 ans. Tu peux passer, Arthur, si tu… Ouais, pardon, désolé. C'est bon. Donc, Bangkok, avec les 20 millions d'habitants de son aire urbaine, qui est 10 fois plus vaste que celle de la ville de Paris, constitue le 3e pôle économique d'Asie du Sud-Est, derrière Hong Kong et Singapour. Outre sa place majeure dans l'économie régionale, Bangkok est également la capitale de la street food, où l'on peut trouver des pad thai à 1 euro et des temples bouddhistes à chaque coin de rue. Cependant, à peine ayant quitté le territoire français que les ennuis arrivent. En effet, nous avons appris à notre insu que de se raser la tête avant de partir en voyage n'était pas forcément une idée lumineuse et cela a failli nous coûter un billet d'avion. En effet, la police aux frontières que nous avons croisée lors de notre escale à Düsseldorf n'a pas du tout apprécié la blague et a réquisitionné mon passeport pour voir si je n'étais pas fiché S, faisant perdre un précieux temps au cours d'une escale. Une fois arrivé sur place, c'est un véritable choc des cultures auquel on a été confronté. Des crocodiles sur des broches en pleine rue, ou le plafond d'un hôtel qui nous tombe dessus en pleine rue, que nous avons néanmoins réussi à réparer, comme on peut le voir sur les photos. Donc, trêve de plaisanterie et place à notre première visite de ferme urbaine, la Grande Pa Urban Farm, située en plein cœur de Bangkok. Donc, la Grande Pa Urban Farm et ses 200 mètres carrés de surface agricole permettent une autosuffisance pour 4 personnes. À la Grande Pa Urban Farm, l'espace et les ressources sont optimisés
Des panneaux solaires produisent de l'énergie, l'engrais est issu d'un compost et un récupérateur d'eau a été installé. Donc, la petite fille du propriétaire, Faye, ayant fait ses études à l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, a souhaité développer un modèle permettant de reconnecter les citoyens au processus fondamental de production alimentaire. En effet, Faye propose des formations hebdomadaires, ouvertes à tous. Ainsi, des écoliers, des moines bouddhistes, des retraités et des jeunes actifs viennent à apprendre à avoir la main verte. Enfin, Faye fait partie du réseau d'agriculture urbaine de Bangkok qui permet des échanges de connaissances et des aides dans la mise en place de projets, ce qui paraît essentiel au développement de l'agriculture urbaine. Donc en fait, à travers cette première ferme, on a vraiment vu que une des valeurs fondamentales de l'agriculture urbaine n'était pas simplement le côté productif, comme on pouvait penser avant d'arriver en Asie, mais aussi le côté social, la création de liens sociaux et l'apprentissage aussi. Et donc en fait, on a pris contact avec l'université de KZSART à Bangkok. Donc c'est une université de 100 000 étudiants qui avait intégré l'agriculture urbaine dans leur cours d'architecture, dans plusieurs modules de cours, la Green Architecture. Et en fait, il y avait plusieurs potagers qui étaient mis, il y en avait 5 ou 6 qui étaient disséminés sur le campus, qui étaient entièrement gérés par les étudiants ayant suivi ce module. Et ça servait de lieu de rencontre, ils pouvaient consommer les légumes, notamment lors des visites. Donc il y avait ce côté de transmission de savoir. Donc des installations, il y avait de tout, hein. Il y avait du hors-sol, il y avait du vertical, il y avait également sur le sol, même s'il n'a pas forcément une super gueule, mais bon. Et donc, on a visité ça. Et ce qui était très intéressant, c'était que, comme projet de fin d'année, la professeure, même la doyenne de la faculté d'architecture, avait demandé aux étudiants, donc futurs architectes, d'une très bonne université, du coup, de proposer de faire une maquette de la maison qu'ils considéraient comme idéale. Et en fait, tous les étudiants qui avaient suivi les cours d'agriculture urbaine avaient intégré dans ce qu'ils pensaient comme étant idéal de l'agriculture urbaine dans leur maison. Donc, on trouvait ça assez intéressant que, en apportant des connaissances à des jeunes générations qui demain seront en fait les futurs architectes de Bangkok, on arrivait à ancrer un peu cette notion de nature en ville. Donc, il y avait une vraie valeur éducative de l'agriculture urbaine. Donc, ça, ce qu'on a vu en Thaïlande, dans les premiers temps de notre voyage, c'était essentiellement cette valeur sociale. Création de liens sociaux, transmission de savoir et réapprendre l'agriculture à ceux qui s'en seraient éloignés, donc les citadins. Alors voilà une autre initiative dont on voulait vous parler. Il s'agit du projet Energaia, qui est une initiative d'agriculture urbaine visant à produire de la spiruline sur les toits du quartier des affaires de Bangkok. Donc la spiruline est une microalgue qui est qualifiée de super-aliment par ses caractéristiques nutritionnelles riches en protéines, en antioxydants et en vitamines. Ici, le public ciblé est celui du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui s'approvisionne directement chez Energaia, donc en circuit très court. Energaia surfe alors sur la nouvelle tendance de consommation alimentaire des citoyens aisés, le healthy. Donc l'installation d'Energaia est composée de bioréacteurs ayant la forme d'un baril transparent rempli d'eau et de nutriments essentiels au développement des microalgues. De plus, chaque baril a un prix de construction d'environ 50 $ américains et peut produire jusqu'à 7 grammes de matière sèche par jour, le tout en fixant directement une partie du dioxyde de carbone émis par l'activité humaine. En effet, la spiruline a un taux de fixation supérieur à celui du maïs et selon le gérant de la ferme, la fixation d'un baril correspond à 70% de la fixation d'un arbre ornemental. Nous avons donc ici une initiative qui répond aux nouveaux besoins de la ville. Merci Guillaume. Donc après ces premières visites dans Bangkok et une semaine d'acclimatation surtout dédiée aux festivités de la bouillonnante ville que vous avez déjà découvert dans Very Bad Trip et qu'on a expérimenté en vrai, mais il a bien fallu prendre la route. Donc en bon français, nous nous sommes rendus à Decathlon Bangkok pour acheter des VTT et des moustiquaires. Un choix qui s'est révélé assez pratique puisqu'il y a aussi un Decathlon à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et un autre qui a ouvert à Hanoï. Donc pour acheter des pièces de rechange ou revendre les vélos à la fin, ce fut assez pratique. Donc le total de notre package, c'était environ 40 kg par vélo, avec suffisamment d'eau pour résister à une journée sous 40 degrés de moyenne et 90% d'humidité. Donc, il faut bien partir avec 10-15 litres avant le premier ravitaillement. Les premières étapes furent assez compliquées.
Sous les moustiques, on arrivait à peine à faire 40 km et on s'est perdu plusieurs fois. Mais au fur et à mesure des étapes, on a commencé à prendre le rythme. Pour dormir, on a essayé de faire du couchsurfing, donc de dormir notamment chez un Américain qu'on espérait Crésus et qui s'est en fait plutôt révélé Robinson Crusoe, qui vivait dans une cabane et qui nous a donc offert une nuitée à côté des rats et de son coq qui braillait toutes les 2 heures. Donc la première nuit, on n'a pas vraiment dormi, ce qui est un peu compliqué, la prise de rythme à vélo. Pour s'orienter, je veux bien que tu remettes juste la slide d'avant. Pour s'orienter, on utilisait surtout Google Maps et Maps.me, qui sont finalement 2 applications qui fonctionnent pas mal là-bas, puisque le réseau est assez performant, parfois plus qu'en France. On peut être au milieu de la jungle et avoir du réseau. Et c'est souvent finalement nos téléphones qui rendaient l'âme, soit à cause d'un début de mousson ou d'une surchauffe. Et donc, on s'est parfois retrouvé à des endroits où on n'aurait pas dû, comme là, au milieu d'un lac qui ne devait pas être un lac. Donc, petit à petit, comme je le disais, on prend le rythme des étapes de 40 à 50 à 60, 70 km, jusqu'à que Guillaume nous dise qu'il veut en faire 100 pour la gloire. Puis après, on se dit, bon, est-ce qu'on peut en faire 200 pour la gloire? On arrive à en faire 200, mais le lendemain, on n'arrive plus à faire 2 pas. Bon, voilà, mais on a la gloire quand même. Et donc, notre petite astuce, si jamais vous prenez le vélo, s'il y a des cyclistes parmi vous, c'est de se mettre du baume du tigre sur la croupe. Ça aide à soulager. Et même si ça chauffe un peu, le lendemain, vous pouvez quand même vous asseoir. Et donc, sur ces 4 photos, je veux bien, juste la slide d'avant, quelques petites anecdotes de ces débuts de voyage. Donc, ne pas hésiter à taper à la porte des temples bouddhistes, puisqu'on peut en effet se faire héberger chez eux gratuitement. Les conditions sont un peu spartiates, mais au moins on a un toit sur la tête. Il faut aussi faire gaffe aux éléphants qui traversent la route. On a surtout vu des crottes, mais il y a des éléphants. Il faut faire gaffe aux chiens, comme ce vilain molosse qu'il y a sur cette photo, puisque l'Asie du Sud-Est est un foyer de rage. Et donc, si vous ne voulez pas finir à l'hôpital, il faut faire attention. Et il faut aussi savoir pédaler, comme notre collègue Hugo qui travaille ce soir et qui a fait un magnifique soleil à la 3e étape, qui a découvert l'hôpital cambodgien et qui a visiblement adoré puisqu'il a un grand sourire sur cette photo. Finalement, un dernier petit mot sur les routes, qu'on peut s'imaginer un peu des routes du bout du monde. C'est assez peu vrai pour la Thaïlande et le Vietnam, puisqu'au final, ils ont des routes assez bien bétonnées, souvent de très bonne qualité puisque récentes. Quant au Cambodge, c'est plus relatif. Ils sont en train de construire la première autoroute du pays. Quand je dis autoroute, on peut y aller en vélo. Ça ressemble à peu près à une nationale chez nous. Mais voilà, il y a la première autoroute qui est en construction. Donc, c'était essentiellement des chemins en terre qu'on a empruntés au Cambodge. Donc, ça a bien justifié le choix du VTT. Et enfin, pour les ravitaillements, il y a la particularité de ces pays du tiers-monde avec beaucoup de petits boui-boui sur les bords de route, où on nous vend des noix de coco ou des Boomstrong. C'est un peu la version asiatique du Red Bull. Ce n'est pas très développement durable, mais ça a le mérite d'accélérer le rythme cardiaque pour nous faire finir l'étape. Et voilà, il faut s'avouer qu'on en a un peu utilisé. Donc, notre arrivée au Cambodge. Tu vois la slide? Ouais, alors voilà. Donc, le changement d'ambiance est assez, de niveau de développement, on peut plutôt dire, est assez flagrant quand on arrive du Cambodge par rapport à la Thaïlande. Et ça se comprend essentiellement par une approche historique, puisque le Cambodge, si vous connaissez un petit peu, a une histoire récente très chaotique. Il y a d'abord eu les prétentions du Siam, donc l'actuelle Thaïlande, dans les années 1860, qui ont poussé les Cambodgiens à demander, entre guillemets, le protectorat des Français qui ne se sont pas fait prier pour venir l'établir et donc avoir une politique coloniale et former l'Indochine. Même si c'est peut-être le pays où il y aurait eu moins de prédation française par rapport à d'autres dans le monde, on note quand même une certaine influence. Notamment aujourd'hui, si vous vous rendez en Corse, vous y allez par l'avenue Charles de Gaulle. On y trouve aussi des boulangeries, même si elles ne font pas du bon pain pour autant. Et l'un des sports les plus pratiqués, c'est la pétanque. Donc, on sent bien qu'il y a eu une influence française. Sous la pression de la guerre d'Indochine, en 1953, la France se retire et le Cambodge se retrouve finalement
directement victime collatérale du conflit américano-vietnamien, de la guerre froide. La piste Ho Chi Minh qui permet au Viet Cong d'attaquer du nord vers le sud et emprunte largement le territoire cambodgien et finalement déplace les bombardements, si bien que pour certains historiens, le Cambodge est le pays le plus bombardé de l'histoire. Ce contexte de guerre froide favorise ensuite l'émergence d'une guérilla communiste emmenée par le tristement célèbre Pol Pot et ses Khmers rouges, qui vont renverser le pouvoir en place en 1975, entrer dans Phnom Penh et déporter l'intégralité de la population de la capitale vers les campagnes pour une révolution agraire. C'est une catastrophe humanitaire sans précédent. Un tiers de la population du Cambodge va périr. Et très honnêtement, c'est un événement dont on ressent les conséquences quand on se balade dans le pays encore aujourd'hui. Après cet événement-là, les Vietnamiens du Sud vont venir chasser les Khmers rouges et apporter avec eux leurs prétentions, si bien que le Cambodge est encore aujourd'hui en conflit avec ses voisins Thaï, ses voisins Viet, notamment pour des histoires de frontières, et n'est pas encore dans une stabilité politique, diplomatique affirmée. Donc voilà, c'est selon cette histoire qu'on peut comprendre aujourd'hui le niveau de développement du Cambodge, qui est sur la liste des pays les moins avancés. C'est un des rares pays d'Asie à encore être sur cette liste, notamment 146e pays sur 189 en termes d'indice de développement humain, avec 9 habitants sur 10 qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est encore une chose qu'on a vraiment observé quand on se baladait à vélo. Voilà, c'est ces enfants qui ont 5-6 ans et qui sont dans les champs, alors que nous, on est sur nos vélos Décathlon. Et voilà, le décalage est très frappant. Et ça a parfois été assez difficile, aussi dans la relation avec les gens qui semblaient n'avoir jamais vu d'occidentaux et ne pas nous comprendre sur des gestes assez évidents. Et ça a été pour nous un décalage culturel assez difficile. Cependant, il y a des beaux motifs d'espoir pour le Cambodge, notamment parce que sa population est très jeune, très dynamique, et donc nourrit des initiatives, notamment grâce aux investissements étrangers, qu'il faudrait peut-être mieux contrôler en termes de souveraineté pour le Cambodge. Mais voilà, il y a une dynamique qui s'enclenche pour le développement du pays. Et donc, en fait, quand on est arrivé au Cambodge, qui était un pays beaucoup plus pauvre que son voisin thaïlandais, on a trouvé une autre dimension de l'agriculture urbaine qui nous a tout de suite frappé. C'est comment l'agriculture urbaine participe à la sécurité alimentaire, donc à l'approvisionnement alimentaire des personnes. Donc, l'agriculture urbaine reste une pratique très peu documentée de manière générale, notamment à cause de ces questions de contours de ville, où s'arrête la ville, où s'arrête le périurbain. Mais une étude du CIRAD estime que c'est 20% de l'espace de la municipalité de Phnom Penh sur lequel se déroulent des activités d'agriculture urbaine. Ça regrouperait 300 000 têtes d'élevage, volailles, porcs principalement, et vaches, on verra un exemple après. Et ça touche de près ou de loin 10% de la population de l'aire urbaine. Donc c'est vraiment très loin d'être anodin. Et donc ça va ça va permettre aux communautés de vivre selon 2 modalités. Donc là, ici, normalement, donc, il y a la carte de Phnom Penh. Donc, on voit au centre-ville, donc le centre-ville très dense, et juste à côté, peut-être à 1 ou 2 kilomètres, donc c'est les bords du fleuve. On est toujours dans la ville, il faudrait dézoomer pour voir un peu mieux, mais on est encore dans les urbaines. Il y avait ces pêcheurs qui pêchaient leur nourriture directement dans le lac. C'était des populations vraiment très pauvres, et qui utilisaient le lac, le fleuve pour se nourrir. Donc là, en fait, c'est une forme d'agriculture urbaine un peu hybride. Ce n'est pas une initiative pensée pour produire en ville. C'est plutôt des populations qui étaient là à l'époque où c'était un milieu rural ou semi-rural. Et avec l'étalement de la ville, l'agriculture qui était rurale est devenue urbaine. Et donc ça, c'est aussi pour ça que c'est une place très importante à Phnom Penh, dont la surface est largement étendue. Un exemple aussi qui était assez marquant, donc la photo où on voit les pêcheurs sur la slide d'avant, en fait, en décalant un tout petit peu vers la gauche, ça c'était leur logement. Donc c'est vraiment des bidonvilles. Et en face, c'était le super complexe immobilier chinois qui s'appelait le projet Élysée, avec une reproduction de l'Arc de Triomphe. Donc voilà. Alors bon, l'agriculture urbaine, dans ce cas-là, fournit en fait de l'alimentation aux populations pauvres. Ça pose quand même des grosses questions en termes de qualité sanitaire des aliments, puisque les eaux du Mekong et du Tonlé Sap sont loin d'être
loin d'être non pollués, quoi. Il y a du plastique partout, il y a du mazout, etc. Mais ça fournit quand même de la nourriture. Et ça permet aussi aux communautés de vivre, notamment à travers l'emploi. Et ça, c'est un exemple d'une ferme laitière que Guillaume va vous présenter. Donc, nous avons traversé le Mékong pour aller visiter le seul élevage laitier du Cambodge, Mumu Farm, qui produit du lait grâce à une race de vache bien connue des élevages occidentaux, la Holstein. Donc, Kenny, un pasteur américain du Midwest, propriétaire de l'exploitation, souhaite développer la production laitière au Cambodge, qui est un pays qui importe encore de nombreuses denrées. Kenny a donc mis en place un partenariat avec le gouvernement et souhaite créer d'ici 2025 70 nouveaux emplois qui se rajoutent aux 30 déjà existants. À terme, les 100 salariés de la ferme s'occuperont du cheptel de 500 Holstein. Ici, donc, l'extrême proximité avec la ville. Donc, comme Arthur l'a dit tout à l'heure, la ferme est située dans un des quartiers de Phnom Penh. Donc, cette extrême proximité a un rôle essentiel et a été choisi stratégiquement. En effet, la ferme, de nombreuses régions rurales du Cambodge sont soumises à des blackouts électriques de plusieurs heures, ainsi qu'à des coupures d'eau. Cependant, l'élevage d'Holstein en milieu tropical nécessite de rafraîchir constamment le bétail avec de l'eau et des ventilateurs. Nous avons donc ici un exemple de ferme urbaine qui utilise les ressources de la ville pour mener à bien son activité économique et qui crée de l'emploi. Donc, aux alentours de Phnom Penh, nous avons aussi découvert l'Amarak Farm et son excellente roquette. Donc, il s'agit d'un lounge destiné à l'écotourisme qui utilise le concept de farm to table, où la production est faite sur le même lieu que la consommation. Ici, nous avons encore un exemple d'agriculture urbaine qui crée de l'emploi avec plus de 40 salariés sur toute la chaîne de valeur, donc de la production agricole au service en salle de restaurant, en passant par la transformation en cuisine. Donc là, on voit vraiment le potentiel d'emploi de l'agriculture urbaine dans les pays en développement, parce que 30 à 40 employés en France pour cultiver 2 hectares, ça, c'est impossible. Et pourtant, c'était possible là-bas, parce que c'était couplé avec d'autres activités comme de l'hôtellerie, ou bien des productions à plus haute valeur ajoutée, comme le lait. Donc, il y a bien cet aspect à prendre en compte. Donc, après avoir donc traversé le Cambodge du nord au sud, tout en prenant le temps, bien sûr, de s'arrêter pour les curiosités locales, on ne pourrait éviter Angkor, notamment, qui était la capitale du puissant empire khmer entre le 7e et le 11e siècle, avec plus de 50 temples et autant d'aménagements hydrauliques sur 80 km². On vous conseille vraiment de le visiter un jour à vélo si vous avez le temps, et de vous y rendre pour le lever de soleil. Il y a vraiment une ambiance magnifique. Et puis, si vous n'avez pas le temps, il y a le film de Lara Croft qui n'est pas vraiment démodé et qui vous montre bien les temples. Et puis au sud, voilà, c'est une ambiance plus paradisiaque avec des balades en barque dans les mangroves et des escapades en scooter dans les parcs nationaux, puisqu'apparemment, c'est l'attraction locale. Et même si il faut quand même noter que ces plages sont souvent jonchées de déchets, et c'est quelque chose qui nous a assez marqué, c'est que le Cambodge et plus généralement l'Asie du Sud-Est en général est vraiment inondé de plastique et il n'y a pas une sensibilisation vraiment des populations à la dangerosité du plastique. Donc, on a vu des enfants, par exemple, cuisiner sur un feu de plastique et de façon assez récurrente. Et voilà, de notre point de vue, c'est vrai que c'est assez choquant. Donc, il y a peut-être voilà, un vrai travail à faire de ce côté-là. Donc, une fois Kep-sur-Mer, dont les photos que vous avez vues avant étaient prises, dépassées, nous arrivions au Vietnam et là, c'est une nouvelle fois un changement d'ambiance puisque le Cambodge, qui lui est assez vide, malheureusement de par son histoire, laisse place à un Vietnam qui lui est bondé avec près de 100 millions de personnes et qui économiquement est bien plus développé avec le 43e PIB mondial en 2019. Donc le Vietnam, c'est vraiment une véritable puissance économique, diplomatique montante en Asie, qui a notamment accueilli le sommet pour la tentative de réconciliation, ou du moins de discussion entre les deux Corées, sous le patronage de Trump l'année où nous y étions. Et c'est aussi un pays qui, comme le Cambodge, a une histoire un peu belliqueuse avec des conflits contre les États-Unis, le Cambodge, ensuite la Chine, et qui a payé un très lourd tribut humain pour gagner ces guerres.
Et les stigmates de cette histoire compliquée sont aujourd'hui très visibles, avec un développement très inégal entre le nord et le sud. Le nord qui est plus traditionnel, quand le sud est plus occidentalisé, urbanisé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vraiment ressenti en voyageant à vélo, avec une frontière vraiment nette quand on arrivait au milieu du Cambodge, du Vietnam, pardon, à Hue, qui était vraiment la ville antique, traditionnelle. Tout ce qu'il y a en dessous de Hue, entre Ho Chi Minh et Hue, c'est des parcs d'immeubles dédiés au tourisme soviétique. Enfin, c'est lunaire. Et donc, les conséquences, pardon, excuse-moi, un dernier mot, de ces guerres, notamment, c'est un sol très dégradé, compte tenu des quantités astronomiques d'agents orange Monsanto déversés pendant la guerre du Vietnam, notamment, et une pression de l'étalement urbain qui vient morceler finalement les espaces productifs, voilà, créant des contraintes physiques intenables ou pas. C'est ce que va vous présenter mon collègue suivant. Ouais. Et donc la question, du coup, c'est comment produire beaucoup en ville? Est-ce que c'est possible? Compte tenu de l'impossibilité de faire passer des machines comme on peut le faire dans des grandes surfaces productives, comme on peut voir en France ou ailleurs, et aussi voilà, la contrainte foncière, peu d'espace disponible. Alors là, on a vu plusieurs initiatives, vous les connaissez peut-être, on va les rappeler. Donc, une première technique, c'est de limiter l'emprise au sol et d'utiliser plutôt la composante verticale avec de l'hydroponie, ce qui permet au passage de cultiver en hors-sol. On n'utilise pas de sol, et c'est plutôt pas mal parce que justement, on l'a dit, en ville, les sols sont souvent très pollués. Donc, comment ça fonctionne l'hydroponie? Donc, il y a de l'eau auquel sont mélangés des nutriments. Avec une pompe, cette eau est mise en mouvement et va irriguer les racines qui sont à moitié immergées dans cette solution nutritive. Donc en fait, on tourne en circuit fermé, ça fait faire des économies d'eau, ce qui est pas mal dans des pays comme le Vietnam. On n'a pas besoin de sol, pas besoin de matière organique outre les engrais, et on obtient généralement des rendements supérieurs. Bon, avec la contrainte ici, c'est qu'il y a un coût d'installation qui est plus important. Cette technologie, on l'a vu en œuvre à la Mekong Farm, donc, qui se voulait être la première ferme hydro-organic farm. Donc, organique bio pour le Vietnam, ça ne répond pas aux mêmes standards qu'on a forcément ici. Donc, pour vous donner une idée, c'était 0,5 hectare, un demi-hectare de serre qui employait 20 salariés. Encore une fois, là, il y a la composante emploi des populations, parce qu'un demi-hectare de serre en Europe, pour 20 salariés, ce serait beaucoup trop cher. Donc là, on était vraiment peut-être à 5-10 km maximum du centre-ville de Ho Chi Minh Ville. C'était un modèle extrêmement rentable pour l'entrepreneur. Donc, il y a le t-shirt selfie orange. C'était assez marrant parce qu'on était dans des zones peu dynamiques de la capitale. Et il arrivait en grosse Mercedes parce qu'il avait trouvé un modèle extrêmement rentable. Avec $500, en fait, il plantait 80 plants de melon clés en main, donc avec les étagères, les pompes, l'eau, les éponges nécessaires, valables pour 2 cycles. Et après, il n'avait plus qu'à racheter les graines et éventuellement de l'engrais. Et il faisait 5 récoltes par an contre 3 récoltes en culture traditionnelle. Donc là, on a vraiment un exemple de caractère très productif et très lucratif de l'agriculture urbaine, sans forcément aller vers des produits aussi complexes que la spiruline qu'on a pu voir avant. Une autre possibilité pour s'affranchir des contraintes d'espace en ville, c'est donc toujours d'utiliser la composante verticale et notamment le caractère très modulaire des conteneurs. Donc ces conteneurs-là, de l'entreprise Griox, qu'on a rencontré. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, on met un ensemble de dispositifs de contrôle des paramètres, donc de l'humidité, de la température, le rayonnement, ce qui permet en fait de faire pousser à peu près ce qu'on veut dans un conteneur, ce qui est pas mal dans un pays où il y a des saisons qui sont très marquées, on ne peut pas faire pousser ce qu'on veut quand on veut. La contrepartie, c'est qu'il y a un coût énergétique qui est quand même beaucoup plus important. L'aspect énergétique, en fait, contribue à 1,5 fois l'augmentation du prix. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais comme souvent, en fait, les initiatives d'agriculture urbaine, en particulier technologique, s'adressent souvent à des personnes assez aisées, des citadins dans la ville. Donc, on continue notre périple à vélo. Donc, on a la chance de voir des paysages absolument somptueux dans la jungle, sur les routes. Et on arrive ensuite au milieu du Vietnam. Et quand on parlait de cette classe de population plus soucieuse de son alimentation, qui a peut-être des enfants, des
des revenus plus élevés et qui peut se permettre d'acheter plus local et plus frais, donc ce qu'on appellerait à Paris les bobos. Au Vietnam, c'est quand même 85% de ces personnes-là, donc les 31-39 ans, avec des enfants, avec des revenus plus supérieurs, qui veulent vraiment consommer de manière quotidienne, le quotidien est très important, de la nourriture dite healthy ou bio. Et donc, c'était assez intéressant. Et qui sont prêts, en contrepartie, à payer un peu plus cher. Donc, ces deux facteurs, l'apparition d'une classe de jeunes ménages relativement aisés et la prise de conscience de l'impact d'un environnement pollué sur la santé, en fait, ça induit mécaniquement une augmentation de la demande en faveur du bio et du healthy. Donc, comme l'a dit Arthur, au Vietnam, la classe aisée souhaite changer ses habitudes alimentaires et s'orienter vers un régime healthy issu d'une production biologique. Nous avons alors visité l'Ipaya Farm à Hoi An, qui produit biologiquement en permaculture. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc, à l'origine, les sols de la ferme sont extrêmement sableux et très pauvres. Cependant, grâce à des associations bénéfiques, les agriculteurs ont réussi à obtenir de très bons rendements, entre 100 et 200 kg de légumes par semaine sur 1000 m². De plus, comme on peut le voir sur la photo, le substrat évolue vers un sol plus riche qui permet l'intégration de nouvelles espèces et variétés. Enfin, l'Ipaya Farm est un lieu d'échange et de sensibilisation du citoyen vers une pratique agricole biologique et biodiversifiée. L'initiative Healthy Farm, également à Hoi An, qui propose des produits healthy, confirme cette volonté de développer une agriculture biologique en circuit court au Vietnam et de sensibiliser les consommateurs sur ces problématiques. De plus, grâce à ce réseau, de nombreux échanges de bonnes pratiques ont lieu et permettent à des agriculteurs conventionnels de se tourner vers de la production biologique et donc aussi une mise en place d'un circuit de distribution local sur la ville de Hoi An. Ainsi, Arthur? Oui, ça arrive. Ainsi, l'agriculture urbaine implique une reconsidération des modes de production et de consommation pour s'adapter aux enjeux de demain. Nous avons donc ici des exemples d'agriculture urbaine qui optimisent l'espace en ville en fertilisant des sols d'anciennes friches industrielles et en intégrant de la biodiversité au sein des aires urbaines, augmentant ainsi la résilience des villes face au changement climatique. Et juste pour revenir sur l'exemple de Healthy Farm avec le sable, on était vraiment dans une ville où il y avait des terrains vagues qui étaient constitués de sable, et après 3-4 ans de mobilisation des différents acteurs, à la fois des élus locaux ou des entrepreneurs et des fermiers, on est arrivé ensuite à des productions de légumes à plus haute valeur ajoutée, un sol quasiment organique qui permettait de faire vivre mieux les communautés d'agriculteurs avec un circuit de distribution locale qui répondait à la demande en produits frais, notamment de la part du tourisme, et donc qui participait à l'attractivité du territoire. Et tout ça, en fait, avec de l'agriculture urbaine. Donc, c'était assez intéressant. On parlait tout à l'heure de l'augmentation du pouvoir d'achat. Si on combine ce facteur notamment à l'accroissement démographique et à la rapide motorisation des ménages, on obtient ce phénomène assez symptomatique des pays asiatiques, c'est la congestion dans la mobilité urbaine et finalement avec des conséquences sur la santé des habitants. Il y a un chiffre qui est assez frappant, notamment à Ho Chi Minh, dans le sud, de 2,5 millions de scooters en 2002. On est passé à quasiment 1 par habitant, c'est-à-dire 12 millions maintenant, avec des conséquences, comme vous l'imaginez, en termes de pollution sonore, de pollution sanitaire, atmosphérique, qui sont difficilement supportables. Donc, selon l'université de Yale, les Vietnamiens respireraient le 8e air le plus mauvais du monde. Je peux vous dire qu'en traversant ces villes à vélo, on l'a assez ressenti. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a décidé de pédaler encore plus, d'ouvrir nos alvéoles pulmonaires afin de capter le maximum de petites particules et de nous rendre à Banana Island, le poumon vert de Hanoï, la capitale. Et voilà, et en fait, à travers l'exemple qu'on va présenter à Hanoï, on a vu des projets en fait, qui permettaient, en faisant de l'agriculture urbaine, d'essayer, en tout cas, de rendre la vie en ville plus agréable. Donc, d'un point de vue de la collectivité et des pouvoirs publics, puisque c'était une initiative lancée par la mairie de Hanoï,
Donc, Banana Island, c'est une zone inondable laissée en friche, qui était laissée en friche, en plein centre-ville, de 15 km², donc c'est quand même pas négligeable. Et l'idée, donc, c'était de transformer cette zone en, on a appelé ça un poumon vert. Alors, c'est pas encore un poumon vert, hein, mais en tout cas, c'est un lieu productif qui est cultivé, qui fournit de l'alimentation aux populations un peu plus démunies. C'est un lieu récréatif. On a vu des familles se balader ou faire du sport là-dedans. Et un côté sanctuaire de biodiversité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux, notamment, et insectes. Et un rôle aussi de dépollution. Si vous regardez sur la photo, sur le pont, quand on est sur le béton, on est à peu près à, je dirais, du 40-45 degrés, alors que quand on est plutôt dans la nature, on arrive plutôt à du 30-35. C'est quand même beaucoup plus respirable. Donc il y a vraiment un rôle ici initié par les pouvoirs publics de rendre la ville plus habitable. D'autres initiatives existent aussi à l'échelle individuelle. Donc là, c'était l'exemple de Farming Architects. Donc c'était un architecte vietnamien qui avait fait ses études en Europe. Lui, en fait, il partait d'un constat qui était que le pays et la ville de Hanoï est une ville jeune qui se développe trop vite et les gens n'ont plus le temps de se reconnecter à la nature. Et lui, en réponse à ça, il proposait de designer des balcons végétaux pour que l'air en fait soit plus respirable dans la ville. Donc il appelait ça un écofiltre pour que les personnes puissent sur leur balcon s'installer sans subir limiter en tout cas l'impact des nuisances de la ville. Donc le projet, ça paraît, c'est très beau, c'est très idyllique. Ça coûte quand même 6 000 à 8 000 euros pour un balcon de 5 mètres carrés, donc clairement ça s'adresse pas à tout le monde et on peut se poser la question de la viabilité économique de ce projet. C'est un marché qui est encore très peu développé, mais bon, il y avait des négociations avec des élus locaux, ce genre de choses, pour essayer de voir comment on pouvait, sans forcément entrer dans ce niveau de sophistication, végétaliser certaines parties de la ville pour la rendre plus agréable. Il y avait aussi une idée dans ces éco-balcons d'intégrer de l'aquaponie, soit à but décoratif, soit à but alimentaire. Mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette surface-là, on n'atteint pas du tout l'autosuffisance alimentaire. Mais il y avait ce rôle de reconnecter le citadin avec la nature qui était très intéressant. Donc en fait, on s'est posé la question suivante, c'est on a vu des initiatives qui étaient très productives, des initiatives qui l'étaient un peu moins, des valeurs sociales, des valeurs productives. Donc vraiment, en fait, est-ce que l'agriculture urbaine et périurbaine peut-elle fonctionner à grande échelle? Le problème de la réplicabilité qui était mentionné en début d'intervention. Et donc en fait, on est allé à Singapour, qui mène une politique de soutien très forte à la production alimentaire en ville. Donc là, on sort un peu peut-être du sujet initial qui était sur les pays du Sud, parce que Singapour, bien que ça soit situé dans l'hémisphère sud, ça reste quand même une ville-État extrêmement riche. Hein. 3% de la population est millionnaire à Singapour. Mais paradoxalement, en fait, Singapour importe 90% de ses denrées alimentaires depuis 170 pays. Et seulement 1% de la surface de la ville est consacrée à la production alimentaire. Ce qui est pas mal, puisque ça veut aussi dire que 1% de la surface contribue à 10% de l'alimentation. Et l'objectif de Singapour, c'est d'atteindre pas une autosuffisance, mais un approvisionnement alimentaire, une autoconsommation à Singapour à horizon 2030 à hauteur de 30%. Et donc pour ça, en fait, ils ont mis en place un système d'aide publique pour développer de l'agriculture urbaine, à condition que cette dernière soit technologique. Donc par technologique, c'est essentiellement du vertical farming, des consommations aussi importantes en électricité et une très forte utilisation de la composante horizontale. On a visité, à titre d'exemple, une des initiatives qui avait bénéficié de ces subventions. Donc, c'est Citizen Farm. Donc, maintenant, l'initiative compte plus de 200 jardins comestibles de toutes sortes pour faire de la médiation, du transfert de connaissances, mais aussi pour produire. On voit ici les fermes avec des rayonnements ultraviolets pour avoir les bonnes longueurs d'onde pour optimiser la photosynthèse. Et là, qu'avait fait la municipalité? Donc, vous voyez la photo où
où on est tous les trois avec la dame qui avait bénéficié de ces projets. Le bâtiment en arrière-plan, c'était un ancien bâtiment de prison, en fait. Donc, sur un terrain laissé à l'abandon. Et la municipalité avait mis quasiment gratuitement à disposition ce terrain. Dans une ville comme Singapour, où l'immobilier est, je crois, plus cher qu'à Paris, c'est vraiment une implication forte et une vraie volonté politique. Et c'est ça qui a permis à ce projet d'émerger. Voilà, donc on arrive à la fin de notre voyage et de notre intervention. Ce qu'on pourrait dire du coup sur l'agriculture urbaine, c'est que ça permet, donc ça a plein d'avantages, hein, ça reconnecte, ça crée du lien social, ça fournit des aliments aux citadins, ça pose aussi des enjeux, notamment sur la qualité sanitaire des aliments quand il n'y a aucun contrôle qui est effectué pour des populations plus pauvres. Est-ce qu'on pourra nourrir toute la population? On parle quand même de 70% de la population mondiale qui vivrait dans les villes à l'horizon 2050. C'est à peu près du 6 milliards, 7 milliards de citadins. Est-ce que tous ces citadins-là pourront avoir de quoi manger en cultivant leur ville? Probablement pas. Mais par contre, il y a quand même un intérêt fort. C'est qu'on peut voir aussi l'agriculture urbaine, en particulier dans les pays plus développés, comme un outil de médiation vers une transition durable, puisque l'agriculture urbaine est un des rares outils qui permet à la fois de reconnecter le citadin à son alimentation, à ses circuits de consommation et à l'environnement en général. Donc voilà, comme à chaque fin de conférence, on doit remercier les sponsors qui nous ont permis de partir. AgroParisTech, l'INRA, Triode Plus, une entreprise près de Grenoble, la région Rhône-Alpes, l'entreprise Petzel, le programme Investissement d'avenir dont on a pu bénéficier grâce à un fonds de l'Université Paris-Saclay et la Fondation AgroParisTech, et ainsi que tous les donateurs sur le crowdfunding. Voilà, et il faut savoir aussi que AgroVelocity, c'est une initiative qui existe depuis du coup 2015. L'idée, c'est d'aller partir étudier l'agriculture urbaine sur différents continents. Nous, on a choisi l'Asie et on a choisi de faire un film documentaire. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Mais si ça vous intéresse, il y a des pages sur Instagram, sur Facebook aussi. Et dernier petit coup de pub, si ça vous a intéressé, je vous conseille d'aller voir le film documentaire qu'on a fait qui montre de manière plus concrète ce qu'on a pu faire là-bas. Et le titre, c'est La grande aventure de l'agriculture urbaine en Asie, et c'est sur YouTube. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors, du coup, moi, j'en ai une. Vous avez parlé des initiatives qui existaient entre les différentes sphères publiques et privées, mais est-ce que, dans quelle mesure, au sein de pays qui disposent de moins de revenus, ces initiatives existent? Est-ce qu'il y a des mécanismes de transfert de technologie quand c'est trop coûteux ou beaucoup de partenariats publics-privés? Est-ce que vous avez des chiffres en tête ou des choses comme ça? Alors, il y a un élément de réponse qui vient, donc je n'ai pas de chiffre en tête, mais ce qui se passait au Cambodge, dans le cas par exemple de Moumou Farm, qui était un projet quand même assez technologique, c'est que ce n'était pas un partenariat public-privé qui permettait d'aboutir à une solution. C'était plutôt un expatrié qui arrive avec un pouvoir d'achat très élevé parce qu'il arrive dans un pays assez pauvre et qui lance un projet. Ça fonctionne de mieux en mieux et à partir de là, les pouvoirs publics peuvent s'y intéresser et fournir un appui, que ce soit de l'ingénierie de projet, de l'ingénierie financière ou même directement donner des fonds. C'est ce qui s'est passé à Moumou Farm. On a eu d'autres exemples au Cambodge avec des fonds qui ont été donnés par l'AFD dans certains secteurs. Mais c'est vrai que ça pose dans les pays en développement, je ne pense pas, en tout cas, que les priorités se fassent au développement de l'initiative d'agriculture urbaine. En tout cas, c'est pas ce que nous on a vu sur place. Ok, d'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une. Une question de ma part. Allez-y. Alors, en tout cas, merci pour cette très belle et riche aventure avec beaucoup de leçons apprises. Ma question, combien de temps cela, peut-être que vous l'avez dit, hein, mais j'ai dû zapper ça.
Combien de temps cela vous a pris et quel a été le budget en fait pour ce projet, pour cette aventure, on va dire? Combien ça vous a coûté? Notre trésorier peut-il répondre sur le budget? Alors oui, on a eu, il me semble, un peu plus de 15 000 euros de budget pour réaliser cette aventure sur une durée de 5 mois globalement. Ouais, moi je compléterai juste donc c'était pour la partie voyage. Après, il y a eu toute la préparation en amont, c'était à peu près un an, puisqu'on on a bien sûr pas ouvert une boîte avec l'entièreté du budget à l'intérieur. On a fait des partenariats avec des entreprises privées pour les collecter des informations sur place. On a fait des rapports scientifiques pour l'INRA, c'est pour ça qu'on a eu des subventions. Et aussi de la communication pour l'Université Paris-Saclay, c'est aussi comme ça qu'on a eu des subventions. Et après, pour élaborer à la fois les rendus, notamment le film documentaire et la session de conférence, c'était un an de plus. Donc en fait, le projet, il a duré, on a commencé début 2018, on l'a fini en 2020, quoi. Donc 2 bonnes années pour 4 mois de voyage. Très bien, merci. Et le rapport final est-il disponible en ligne? Non, c'est des informations, c'est plutôt une cartographie de ce qu'on a pu voir sur place. C'était D'accord, auprès de l'INRA. ok. Merci. Mila, tu avais une question, je crois. Merci. Du coup, moi, je me posais la question de savoir, on voit bien que dans votre projet, vous avez travaillé vraiment à plusieurs échelles et qu'il y a plusieurs échelles dans l'agriculture urbaine. Et je voulais savoir s'il y avait un projet qui vous avait paru, disons, qui s'est détaché un peu au cours de ces 4000 km de vélo. Voilà. Arthur, vas-y. Ouais, Parle de ton coup de cœur. on a peut-être tous un projet différent, mais moi, celui qui m'a le plus marqué, ce serait le dernier qu'on a vu à Singapour. Donc, c'est vraiment un projet de ferme en étage qui, en fait, m'a marqué peut-être dans le mauvais sens parce c'était une prison, en fait, autour. On n'a pas pu y accéder. On a dû se mettre un peu en mode Élise Lucet pour pouvoir rentrer dedans en caméra cachée et dire, voilà, bonjour, on voudrait savoir ce qui se passe ici. Parce que voilà, il y avait vraiment un secret qui se cultivait autour de cette plantation. Et voilà, moi, c'est surtout cet aspect-là de protéger une manière dont on ambitionne un peu de nourrir l'humanité qui m'a un peu marqué. Mais c'est peut-être pas la même chose pour les autres. Ça s'appelle Sky Greens, si tu veux regarder sur Internet. C'est vrai que c'est futuriste, mais du coup, c'est futuriste dans le mauvais sens, un peu à l'image de Singapour en général. Merci. Guillaume. Oui, pardon, j'avais mon micro coupé. Donc oui, moi, c'est plus Energaia qui m'a vraiment plu, cet aspect de produire une microalgue sur les toits de Bangkok en plein milieu des quartiers des affaires et d'utiliser la composante du climat tropical qui est très propice au développement du coup de cette microalgue et en parallèle de fixer du carbone au sein des villes. Je pense que c'était alors Ipaya Farm à Hoi An, où en fait à partir de sable et de la permaculture et de la main d'œuvre, en utilisant très peu de produits chimiques, ils arrivaient quasiment à créer de la matière organique, en tout cas un sol sur lequel ils pouvaient cultiver des légumes. Et après, ça a pris des proportions assez importantes puisque c'est tous les agriculteurs des environs qui se sont mis à faire ce genre de pratique et à vendre leur production plus chère que le riz cultivé initialement. Et donc il y avait un côté à la fois de diversification des cultures, augmentation du niveau de vie, lutte contre la désertification et utilisation d'espaces non utilisés, j'avais trouvé super intéressant. Et l'association de tous ces acteurs aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt, enfin si c'est une question, mais pas tant sur le sujet de cette conférence. Il y a une étudiante de l'ISTOM qui demande vos coordonnées parce qu'elle a un projet de mission en agriculture urbaine dans les pays du Sud aussi. Oui. Donc, je vous enverrai Oui, d'accord, ça marche. son profil. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut conclure. Après,
il y avait encore une question, peut-être si Bader est toujours là. Il y avait une question sur le live Facebook, mais je ne sais pas si, du coup, l'étudiante qui l'a posée est toujours là. Mais on peut la poser. Mais sinon, on peut conclure, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, merci de l'invitation. Et voilà, on n'a pas d'autre chose à rajouter. Voilà, allez jeter un coup d'œil au documentaire. Explosez les pouces bleus, ça nous fera des vues, ce sera super. Et peut-être vous apprendrez d'autres choses qu'on n'a pas pu dire dans la conférence. Alors si, on a une question par rapport aux alternatives en milieu urbain par rapport à l'élevage. Est-ce que Oui. vous avez des alternatives Alors, c'est-à-dire quelles alternatives à l'élevage en milieu urbain? C'est ça, oui. Là, en fait, l'élevage en milieu urbain, ça prenait deux formes, soit très organisé comme un Moumou Farm, ça on l'a très peu vu. Bien sinon, il y a certains abattoirs qui vont être dans la ville, mais c'est pas vraiment l'élevage du coup, puisque c'est plus, on élève plus la bête, on l'abat. Et sinon, c'est plutôt des poules dans un clapet dans le fond du jardin. Ça, on l'a vu très souvent. Donc, c'est pas vraiment un espace dédié. Donc, faire pousser des légumes dessus en hors-sol, sur du béton, c'est pas forcément. Je pense pas qu'il y ait de solution systématique qui, qui puisse être efficace, quoi. Il doit y en avoir, hein, mais bon, les gens ils cultivent avant tout de la nourriture chez eux dans leur basse-cour en ville. C'est surtout parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres alternatives pour manger que par intérêt et un amour pour la viande en général. Ça répond à un besoin pratique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci à vous pour avoir partagé vos expériences, les actions donc d'action contre la faim et votre beau projet. Merci aux auditeurs pour leur écoute et pour leur attention. Et donc, on vous invite à suivre les différentes actions des intervenants sur les sources qui nous ont citées. Et pour notre part, on vous invite à assister à notre prochaine conférence sur l'écotourisme le 8 février. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée, Merci. au revoir. Au revoir. Merci.